Bonjour, on est mardi matin, on est sur Aligre FM, on n'a pas changé l'heure sur ma montre, je me disais il y a un truc qui me perturbe, mais il est bien 9h du matin sur la montre du studio qui indique 8h du matin. Et donc c'est Yves Tenray pour La vie est un roman. Et j'ai un invité ce matin qui s'appelle David Alliot, qui a écrit un petit livre, Le Paris de Céline. Et ce livre, bonjour Monsieur Alliot. Bonjour à vous. Et ce livre s'inscrit dans une collection très intéressante qui s'appelle Le Paris des écrivains, qui paraissent aux éditions Alexandrine. Et ces éditions ont fait paraître une quinzaine ou une vingtaine de volumes sur le Paris des écrivains. On en a un sur Cocteau, un sur Dumas dont on m'a dit du bien. Moi, j'ai lu celui sur Simenon qui est tout à fait bien. J'ai lu celui sur Proust, j'étais déçu, mais je pense que là, le challenge était quand même assez difficile à remplir, c'est-à-dire de commenter un type qui digresse beaucoup. C'est pas si facile que ça. Il y a évidemment Zola, Hugo, Aragon, j'ai déjà dit Sartre et Beauvoir, Duras, là, j'ai le Duras, je vais le lire un de ces jours. Et il y a aussi un livre qui synthétise, enfin qui parle plutôt des écrivains en général, d'un monsieur qui s'appelle Jean Le Nouvel, qui s'appelle Le Paris des écrivains, donc toujours aux éditions Alexandrine. Ah oui, les livres sont petits, très agréables, on peut les mettre en poche, ils sont d'un prix très modique, et donc on peut se promener dans les rues, par exemple remonter la rue Oberkampf en pensant à Simenon. Et donc là, je vais vous lire, pour vous donner une idée, dans le Paris des écrivains, un court passage sur Paris 13e. Gobelins, quartier Jeanne d'Arc. Celui-là est divisé en quartiers. Les Gobelins formaient autrefois une région champêtre où coulait cette rivière disparue de Paris, la Bièvre, ruisseau auquel Goubelin tint l'escarlate, précisait Rabelais dans Pantagruel. Rivière écrivait Huysmans, qui est vraiment la seule personne qui, à part Hugo, qui écrit un peu sur la salpêtrière, ouais. Huysmans a beaucoup parlé du 13e et c'est à peu près le seul qui en a parlé de façon détaillée. Rivière écrivait Huysmans, sensible à son charme mélancolique, presque toujours bordé de deux bandes de hauts peupliers et encadré d'aspects bizarrement tristes qui évoquent en moi de lointains souvenirs, les rythmes désolés de la musique de Schubert. Hélas, on ne contemple plus par là aujourd'hui que des rues banales, et Georges Pillemont n'eut pas tort de s'en prendre aux architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, promoteurs, qui escamotèrent le cours d'eau alors qu'on aurait pu le laisser couler à l'air libre et le border de sentiers de promenade. Demeurent quelques descriptions, celle par exemple de la rue Berbier du Mai, due encore une fois à la plume de Huysmans. C'est une allée de guingois bâtie de maisons qui lézardent, bombent et cahotent des ventres gonflés et des toits fous. Cela se prolonge jusque derrière la manufacture des Gobelins. L'eau de vaisselle de la Bièvre s'engouffre en bourdonnant sous un pont. Julie d'Aiglemont, la femme de 30 ans de Balzac, aimait néanmoins enlonger le cours, comme le faisait Marius Pontmercy, amoureux de Cosette, de l'autre côté de la rue du Champ de l'Alouette, aujourd'hui rue Corvisart. Ne vivons pas de regrets tels qu'ils se présentent de nos jours au terme d'une rénovation assez froide. Le secteur peut encore plaire. Entre la rangée d'arbres de l'avenue des Gobelins d'aujourd'hui, ce dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains chanter même Prévert. Le 13e arrondissement a au moins le mérite d'être celui de la Bibliothèque de France, ouverte au public en 1996. Elle est située quai François Mauriac, une passerelle Simone de Beauvoir-Iman, etc. Ah bon, un petit passage d'Alphonse Boudard dans La Métamorphose des cloportes. C'était son quartier à Boudard, c'est là qu'il a grandi. Je n'y peux rien, j'ai mauvais goût, j'aime le 13e arrondissement. Pas à en faire de grandes tirades, une phrase poétique. Non, mais c'est mon quartier, mon secteur, dans la grande fourmilière parisienne. Dans cette fourmilière, aux abords de la place Jeanne d'Arc, Jules Romain parlait de courtes voies dont on dirait qu'elles aboutissent à un mur de direction évasive. Hector Malot évoquait la butte aux cailles. Henri Miller avait un fort sentiment de dépaysement, mais donc il habitait le long de la rue d'Alésia, au passage Seurat, donc qui est juste après Sainte-Anne. À gauche, donc, il se dépaysait en allant dans le 13e. Il faut voir ce qu'était le 13e à l'époque. Je dois dire que
pour ce petit passage, moi qui ai écrit 2 romans policiers qui se passent dans le 13e, 3 exactement, je veux dire que la littérature policière est beaucoup plus conséquente et que, par exemple, De Mouzon ou Léo Mallet ont évidemment un impact beaucoup plus fort sur le sujet. Donc ça dépend des quartiers, de l'ancienneté, de ce qui s'est passé. Les genres populaires, à un moment donné, emportent le morceau. Mais là, nous sommes, on pourrait presque dire... sur une arête assez fine avec Céline entre le populaire et le savant, parce que lui tient les 2 côtés de la force en même temps. Et donc je vais vous lire un peu de Céline juste pour, disons par amitié pour cet auteur et pour se mettre dans un bon feeling. Ce sera une espèce de cérémonie propriatoire avant de parler de Céline et Paris. La seule fierté, c'était tiré de mon accrédit. La seule fierté de notre boutique, c'était le guéridon au milieu, un Louis XV. Le seul vraiment qu'on était sûr. On nous le marchandait fréquemment, on n'essayait pas trop de le vendre. On n'aurait pas pu le remplacer. Les Bretontais, nos fameux clients du faubourg, ils l'avaient remarqué depuis longtemps. Ils ont demandé qu'on leur prête pour meubler une scène de théâtre, une comédie qu'ils donnaient avec des autres gens du monde, en leur hôtel particulier. En faisaient partie les Pinès, et puis les Courmanches et les Doranges, dont les filles louchaient si fort, et puis encore de nombreux autres qui étaient des clients plus ou moins. Les Girondais, les Camandours et les Delambistes, les parents des ambassadeurs, le dessus du panier. Ça se passerait un dimanche tantôt. Madame Bretontais était sûre qu'ils remporteraient un vif succès avec leur théâtre. Elle est revenue plus de 10 fois relancée au magasin. On ne pouvait pas refuser. C'était pour une œuvre charitable. Pour qu'il n'arrive rien à notre guéridon. On l'a transporté nous-mêmes le matin sous 3 couvertures dans un fiacre. On est revenu à l'heure juste pour occuper nos 3 places, 3 tabourets près de la sortie. Le rideau était pas levé, mais déjà c'était ravissant. Toutes les dames, en grand atour, faisaient 1000 chichis et flafla. Elles sentaient bon à défaillir. Ma mère reconnaissait sur elle toutes les beautés de son magasin. Ses boléros, ses fins rabats, ses chantilly. Elle se souvenait même des prix. Elle s'émerveillait des façons. Comme c'était séance et guipure. Comme tout ça leur allait donc bien. Elle était ravie. Avant de quitter la boutique, on m'avait prévenu que si j'émanais des odeurs, je serais viré séance tenante. Au fond, je m'étais torché, j'en avais bouché les chiots. Même les pieds que j'avais propres en mes godillots façon fine. Enfin, les gens se sont installés. On a ordonné du silence, le rideau s'est replié sur lui-même. Notre guéridon est apparu en plein milieu de la scène. Tout à fait comme dans notre boutique. Ça nous a tous bien rassurés. Un petit coup de piano et les répliques nous parviennent. Oh, le joli ton. Tous les personnages viennent et se pavanent en pleine lumière. Les voici merveilleux déjà. Ils se disputent, ils se chamaillent, ils s'élèvent jusqu'à la colère, mais de plus en plus séduisants. Je suis entièrement charmé. Je voudrais bien qu'ils recommencent. J'ai du mal à tout comprendre. Mais je me suis conquis corps et... Ouais, c'est marqué je suis. Mais je suis conquis corps et âme. Tout ce qu'ils touchent, leurs moindres gestes, les mots les plus usagés, deviennent des vrais sortilèges. On a applaudi autour de nous, mes parents et moi n'osons pas. Magnifique. Je sais pas pourquoi je fais des émissions de radio, je pourrais me contenter de lire du Céline. C'est vraiment magnifique. Alors, bonjour à David Alliot. Et le livre donc se présente de façon chronologique, avec derrière un index avec les noms propres des endroits les plus fréquemment cités, une petite bibliographie, et donc je propose qu'on remonte le livre de façon chronologique. Donc on a le chapitre 1 est intitulé « De Courbevoie à Paris ». Alors que se passe-t-il de Courbevoie à Paris? À vous la parole. Courbevoie, c'est la naissance de Céline. Céline n'est pas parisien, il ne faut pas l'oublier. Céline est né à Courbevoie, d'ailleurs, il en parlera très souvent tout au long de sa vie. Courbevoie, Arletty. Et effectivement, il précède de quelque peu Arletty. Et Arletty aura cette phrase absolument admirable au moment du procès de Céline en 51 et dira, alors on imagine aussi avec l'accent faubourien d'Arletty, dit né comme moi à Courbevoie, monsieur le juge, il n'a pas pu trahir la France. Donc c'est effectivement un argument juridique
bucolique extrêmement pertinent, mais effectivement, c'est l'amitié avec Arletty, c'est Courbevoie. Donc c'est l'acte de naissance. Assez paradoxalement, Céline n'y reste pas longtemps. Il reste quelques jours tout au plus. À cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, il y avait les fameuses théories hygiénistes sur la pollution de la capitale, la ville polluée, etc. Et donc l'enfant est placé, Céline, le futur Céline, est placé tout de suite dans Lyon auprès d'une nounou. Et donc il reste quelques jours à Courbevoie, le temps de naître. Rampe du Pont, la fameuse Rampe du Pont à Courbevoie, qui aujourd'hui n'existe plus, c'est aujourd'hui une partie de la Défense, du quartier de la Défense, qui a été complètement bétonné, remodelé et détruit. Donc la bucolique Rampe du Pont de Céline n'existe absolument plus. C'était à une époque, il y avait des commerces, et la Rampe du Pont est surtout célèbre historiquement pour deux raisons. A priori, Henri IV, un jour en rentrant à Paris, a failli se noyer, serait tombé de cheval et a failli se noyer sur ce bord de Seine. Et la deuxième raison qui a rendu la Rampe du Pont si célèbre, c'est lorsque le Bellérophon, Bellérophon c'était à l'Atlantique, lorsque les cendres de l'empereur, le corps de l'empereur est revenu en France, il a remonté la Seine, donc jusqu'à Courbevoie, jusqu'à cette fameuse Rampe du Pont, et après, le cortège, ils ont mis le cercueil sur un cortège et a gagné les Invalides. Donc voilà, la Rampe du Pont était déjà très célèbre dans l'histoire de France. Céline naît la Rampe du Pont en 1894, et il va être baptisé peu de temps après à l'église Saint-Pierre et Paul de Courbevoie, et après il part dans Lyon, et ses parents tenaient un commerce, donc il est né au-dessus de la boutique de ses parents, et le commerce a très vite périclité, et un an après et on retrouve Louis Ferdinand à Puteaux, dans une autre nourrice, pareil, sur les hauteurs, un appartement sur les hauteurs de Puteaux, qui pareil a disparu aussi, bétonné par la Défense. Et après, donc, c'est la grande aventure, c'est l'arrivée à Paris dans le passage Choiseul à la fin du XIXe siècle. J'avais un ami qui habitait à côté du théâtre, donc il y avait un espèce d'appartement, une grande pièce pas chère parce qu'il n'y avait pas de fenêtre qui donnait sur l'extérieur, avec une petite fenêtre sur cour, et on entendait le théâtre. C'est l'opéra comique. Oui, c'est ça. C'est de l'autre côté du passage, ouais. C'est vers. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça, l'opéra. C'est le nom d'un roi, non? C'est pas un truc pour Napoléon III, le passage Choiseul. Enfin, peu importe. Et c'est sinistre ce passage Choiseul. Ça a gardé une aura quand même assez. Céline en parle très souvent et beaucoup. Tout à fait, c'est vraiment central. Alors le passage Choiseul, c'est aussi, faut replacer un peu le contexte. Les passages parisiens, c'est une création du XIXe siècle. Oui, c'était, on pourrait dire, les premières galeries commerciales, les premiers centres commerciaux, en gardant la mesure, modernes. L'immense avantage des passages, c'est qu'on pouvait effectivement traverser des blocs de rue sans être crotté, comme on disait à l'époque. Il n'y avait pas de diligence qui passait, etc. Et il pouvait pleuvoir, on était à l'abri. C'était une très grande innovation. Et dans les passages, à l'époque, il y avait beaucoup de cafés, de lieux de restauration, donc c'était extrêmement vivant. Et effectivement, la grande originalité du concept, c'est on avait effectivement des théâtres, des lieux de plaisir, et on pouvait donc traverser et boire un café, aller au théâtre, rentrer dans une librairie, acheter des vêtements, etc., etc. Alors aujourd'hui, le passage Choiseul, c'est effectivement un petit peu plus triste que ça, et d'autres passages ont bien survécu, un passage Vivienne. Très bien, oui, non. Passage Vivienne, par exemple, Véro Daudin ont parfaitement survécu en s'adaptant, en faisant plus des librairies, des lieux culturels, etc. Le passage Choiseul a une particularité, c'est le plus long. C'est le plus long passage parisien, où on peut quasiment relier deux quartiers très différents en le traversant. À l'intérieur, effectivement, aujourd'hui, c'est des restaurants coréens, c'est des galeries, il y a un bar à sieste même, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Moi, je parlais d'il y a 40 ans, mais en fait, j'ai dit une bêtise avant, il faut que je revienne en arrière, parce que là, dans votre livre, indique bien, justement, il y avait le plus grand bordel de Paris qui était juste à côté. Oui, c'était le Chabanais. Il y avait des théâtres, il y avait toute une vie, c'était un endroit extrêmement, très, très vivant. Et c'est toujours amusant avec Céline, parce qu'on a, quand même, c'est mon souvenir, mais mon vrai souvenir de Céline, c'est le souvenir de la fin de l'adolescence. Et vraiment, c'est très lié à Paris, mon souvenir de Céline. C'est quelqu'un qui donne une forte envie de Paris. On le voit le long des quais à rêver, en regardant passer des péniches, on voit partout. Et on voit ces espèces d'enfance qu'il décrit de façon totalement sinistre. Et je pensais à des contemporains à lui, c'est les surréalistes, comme ils idéalisaient, et comme on est à deux pôles les plus opposés entre l'espèce d'esprit magique un
un peu toc des surréalistes sur les passages, et puis la dureté, en fait, des descriptions de Céline, et puis le fait de devoir manger des pâtes à cause des dentelles, tout ça. Ça, c'est la mythologie célinienne, hein, parce qu'en fait, si effectivement, lorsqu'on lit Mort à crédit, on se rend compte que la jeunesse de Céline, c'est l'apocalypse, hein, avec effectivement le fameux guéridon, la vitrine sombre, la boutique absolument crado, les clientes qui volent, le père qui est violent, etc. En fait, aujourd'hui, on sait que la vie de Céline, c'était un fils de bonne famille. Il était fils unique. Et ses parents en prenaient soin, donc en fait la jeunesse de Céline est affreusement banale. Elle est affreusement, il est des fils aimés. Alors c'est vrai que à l'époque, à la fin du XIXe siècle, quand on faisait une bêtise, on prenait une torgnole. Hein. Il n'y avait pas les grandes avancées pédagogiques comme aujourd'hui. L'éducation devait être un petit peu rude par rapport à ce que l'on ferait aujourd'hui, mais Céline est un privilégié, c'est un Parisien, il est en plein cœur de Paris, dans un quartier de plaisir. Alors effectivement, habiter dans le Passage, c'est peut-être pas forcément le logement le plus salubre du monde, mais ils vont très vite, à partir du début du 1900, avec la mort de la grand-mère, ils vont habiter juste à côté, là, rue Marcelier. Donc, et c'est un fils de bonne famille, et en plus, pour preuve, il va être à un moment donné dans une école catholique pendant 1 an, et il va faire des séjours linguistiques en Allemagne et en Angleterre. Pas beaucoup de jeunes de cette époque faisaient des séjours linguistiques. On peut parler de la province. Être jeune en province à cette époque-là, c'était travail au champ, travail à 14 ans. Lui va faire des études linguistiques. Il parlera couramment anglais et allemand. Oui, absolument. Quand on lit votre livre, on voit cette espèce d'attention petite bourgeoise pour l'éducation des enfants, une grande attention. Et puis il y a l'épisode de Fort Chabrol, donc à la rue Chabrol, quand le président de la Ligue antisémite s'est replié et puis que son père l'emmène voir l'assaut de la police, tout ça, c'est évidemment quelque chose de très très marquant. Il y a un élément qui est très important dans la jeunesse de Céline qu'il ne faut pas oublier, c'est le milieu dans lequel il naît. C'est un milieu traditionnaliste, petit bourgeois. Chez les Détouches, le vrai nom de Céline, c'est Louis-Ferdinand Détouche. Chez les Détouches, on n'est pas prolétaire. Hein. On a d'ailleurs des prétentions nobiliaires. Hein. Détouche, des restes d'une vieille aristocratie normande et bretonne. Mais on n'appartient pas à la haute noblesse et à la grande bourgeoisie, c'est une noblesse un peu désargentée. Mais néanmoins, on a des principes bourgeois. Et c'est un milieu extrêmement fermé, un peu restreint politiquement, et on le sait aujourd'hui, le père de Céline était antisémite. Donc il lisait La France juive de Drummond et toutes ces choses-là, donc c'est pas étonnant de le retrouver devant Fort Chabrol où son père venait soutenir les assiégés. Et il faut pas oublier non plus que Céline naît 6 mois après le début de l'affaire Dreyfus. Donc au moment où naît Céline, 6 mois avant, pardon. Au moment où naît Céline, la France est encore à peu près paisible. 6 mois plus tard, éclate l'affaire Dreyfus, qui va continuer jusqu'en 1905. C'est-à-dire que les 10 premières années de la vie de Céline, c'est l'affaire Dreyfus qui va diviser la France. Certains s'étonnent aujourd'hui, Monsieur Taguieff, pour pas le citer, sur l'antisémitisme de Céline qui apparaît comme ça. Céline est née dans un milieu antisémite, un milieu très traditionnel, et j'ai envie de dire jusqu'en 1914, Céline, c'est travail, famille, patrie. Le travail, parce qu'on lui inculque cette valeur-là, la famille, parce qu'il est fils unique, c'est extrêmement important, et la patrie, parce qu'il fait son service militaire, et en 14, quand le pays est mobilisé contre l'Allemagne, il fait partie des engagés, donc il est le premier à partir au front. Donc jusqu'en 14, c'est travail, famille, patrie, c'est la guerre de 14 qui va complètement le bouleversé mentalement par beaucoup d'aspects. Mais jusqu'en 1914, le jeune Détouche, c'est un pur produit de la société de l'époque. Et il est parfaitement dans les clous. Absolument. Et donc, on pourrait presque dire que l'antisémitisme est majoritaire. Dans le contexte de l'affaire Dreyfus, c'est pas une France divisée en deux, c'est une minorité, les Dreyfusards, évidemment. Je veux dire, il faudrait... Et on le voit bien quand on s'intéresse à la littérature, on a beaucoup de peine à trouver la poignée d'écrivains qui ne seraient pas antisémites. C'est beaucoup plus compliqué que de faire le boulot de ceux qui cherchent les antisémites. Aller dans l'autre sens, on les compte sur le doigt d'une main et après, ça se discute, il y a encore des choses. Mais dans la famille de Céline, l'ordre établi est tel qu'il est, il doit être respecté. Hein. La France est une puissance coloniale, c'est parfaitement admis qu'elle doit apporter la lumière au peuple sous-éduqué. Ouais. Et la France est une grande puissance militaire. Il faut récupérer l'Alsace-Lorraine au Bosch, hein, dans les termes de l'époque. Donc voilà. Et le milieu de ses parents, c'est un milieu extrêmement conservateur. D'ailleurs, il y a le passage dans
Moracredi lorsqu'ils vont visiter l'exposition universelle, où ils voient les machines, le progrès technique. Pour Céline et pour sa famille, le progrès technique est un danger. Parce que dans leur commerce traditionnel, ça c'est la vérité, parce que le commerce c'est la vérité. Et la mécanisation, l'automatisation, tout ça c'est une menace. D'ailleurs, Céline, toute sa vie, sera contre tout ça. Il le dira d'ailleurs, les blindés en 40, sa détestation de l'automobile, par exemple. Céline, c'est encore la France avec des calèches, des chevaux, la France des chevaux, quoi, vraiment les omnibus à chevaux. Donc voilà, sa détestation de l'automobile qui juge dangereuse et polluante. Oui, voilà, c'est une France très traditionnelle et très rétrograde finalement. Sa mère vendait de la dentelle, donc on n'a pas de peine à comprendre. Oui, c'est vraiment, ça fait image, hein. Ah, c'est un autre siècle. En plus, côté Poujadis, ça fait vraiment image. Ah oui, puis ils vendent des antiquités, quoi. Sa mère réparait de la dentelle, ils vendent des antiquités. Donc on est vraiment plutôt dans le culte du passé que dans et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'œuvre de Céline. Si on cherche de l'espoir dans l'œuvre de Céline, on peut chercher longtemps, hein. C'est extrêmement pessimiste. Céline est pessimiste sur l'homme, il est pessimiste sur la société, il est pessimiste sur tout, quasiment. Je sais pas, moi j'arrive pas l'espoir est dans le style, je crois, mais dans la notion même de sublimation. Oui, mais c'est à peu près tout. C'est parce que je suis d'accord avec Starombinski quand il dit que faire œuvre parle contre le désespoir. Il dit ça, je sais pas à propos de je sais plus quoi de Rousseau sur le XVIIIe siècle, mais à partir du moment où il y a une œuvre même qui gêne, c'est un dépassement du désespoir. Mais enfin, je sais pas. Je trouve Céline très stimulant, moi. Mais bon, mais stylistiquement, c'est absolument remarquable. Mais les thématiques, déjà, ne serait-ce que le titre Mort à crédit. Il parle de sa jeunesse, le titre c'est Mort à crédit. Donc, son premier roman, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est sombre. Voilà, c'est assez extrêmement sombre. En fait, Céline a toujours été pessimiste sur la société humaine. Mais par contre, effectivement, vous avez un style qui est extrêmement enlevé, extrêmement vivant, extrêmement musical, qui contrebalance complètement cet effet. Mais j'y pensais ce matin dans le bus en venant ici, c'est quand même incroyable dans le sens où on a un courant moderniste. Là, je suis en train de lire un livre sur un camarade de jeu de James Joyce, et tout ça est très cohérent. C'est inscrit dans un contexte. Quand Joyce sort, il rencontre en fait ses égaux. Par exemple, ce Macalmon, qui est une petite imprimerie sur l'île de la Cité à Paris, va publier les trois premières nouvelles d'Hemingway qui vont être éditées. On voit le niveau, il y a Ezra Pound, etc., quand ils sortent et tout. Et face à ça, Céline, c'est une espèce de bloc solitaire. C'est-à-dire que il fait pas école, il s'inscrit pas dans quelque chose. C'est un monument total. Céline surgit de nulle part. Il faut bien dire. En 32, c'est vraiment quand il sort Le Voyage au bout de la nuit, c'est vraiment une météorite qui tombe sur la République des Lettres. Et c'est bien. Alors il est magnifique le livre avec les critiques du Voyage au bout de la nuit. Toutes les critiques les unes derrière les autres, c'est un pur. C'est un pur chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je suis sur Bagatelle sur un massacre aussi. C'est très très intéressant. On va faire une petite pause musicale. Adrien. Merci Adrien. Donc on est sur Aligre FM 93.1. C'est La Vie est un roman. On est mardi matin et je reçois David Alléo sur le Paris de Céline, qui est quand même un sujet absolument formidable. Donc on a évoqué la naissance de Céline, son enfance, et après il va devenir coursier, il va aller dans les rues les plus prestigieuses de l'époque de Paris, coursier en bijouterie à la rue Royale par exemple. C'est formidable, c'est aussi un aspect de Paris qu'il va découvrir et qui est très intéressant. C'est le Paris des petits commerçants. Donc ses parents sont petits commerçants et ils veulent placer leur fils au mur. Bien sûr, ils veulent l'élever, ils veulent l'élever au-delà de leurs conditions. Et donc, effectivement, bijoutier, c'est très prestigieux, donc faut bien présenter, faut être propre, etc. Alors c'est vrai qu'au début, il fait des petits métiers, c'est le métier de coursier, c'est la fameuse époque, 12 métiers, 13 misères. Bon là, je pense qu'il en rajoute aussi un petit peu, mais effectivement, il est placé dans divers établissements, et on va dire que donc il a son certificat d'études. Faut remettre aussi un peu dans le contexte de l'époque. 12 ans de certificat d'études qu'il obtient avec un résultat plutôt moyen, ce qui est assez paradoxal. Le plus grand écrivain du XXe siècle, finalement, a eu son certificat d'études avec un peu de peine. Et il va faire donc les petits métiers de coursier, à droite à gauche, toujours dans le quartier du 2e arrondissement. On est le plus loin, je crois que où il doit aller, c'est le Marais. Après, c'est rue Royale, donc c'est la Madeleine. Donc on est vraiment dans le centre de Paris, le Paris trépidant. Aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer le 2e arrondissement trépidant, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est un lieu de plaisir, un lieu de commerce, un lieu de travail. On y vit, c'est un quartier où on vit.
Et donc, bah oui, effectivement, le coursier. Et à chaque fois, il donne satisfaction. Mais à un moment, il y a un petit problème, c'est le service militaire. Donc, il donne satisfaction, tout va bien. Sauf que pour le lancer, on va dire, définitivement dans la vraie vie, bah, il faut se débarrasser du service militaire. Je rappelle qu'à l'époque, c'était quand même 2 ans, le service militaire. Et donc, il décide de devancer l'appel. Donc, on est en 1912 et il s'engage à Rambouillet. Il quitte Paris. Pour la première fois, hein, j'ai envie de dire, il quitte sa famille pour la première fois, et qui quitte Paris, s'engage à Rambouillet. Les 2 ans de service militaire devaient s'arrêter en juillet 1914. On sait ce qui s'est passé par la suite, donc il sera un des premiers à partir au front. Et donc, si on reste sur notre sujet, Céline et Paris, parce que c'est très vaste, et donc il va faire des études de médecine en autodidacte, d'une façon personnelle. Il va arriver à devenir médecin, puis il va finir par aller habiter, le docteur Destouches va aller habiter avec une Américaine à la rue Le Pic. C'est ça à peu près. Alors là, on fait un bond dans le temps, on arrive en 1929, là. Voilà, on fait... Alors, si vous voulez parler entre-temps, mais j'essaie de rester sur Paris. Tout à fait. Parce qu'il a travaillé pour la Fondation Rockefeller, tout ça. Il a fait la guerre, plein de petits métiers, etc., etc. Et effectivement, après des études de médecine, il travaille d'abord à l'ancêtre de l'ONU, la SDN à Genève. Et en 1929, on le retrouve assez paradoxalement à Paris et à Clichy. Il va travailler au dispensaire de Clichy, qui existe toujours d'ailleurs. Il y a le seul changement notable, c'est le périphérique qui lui passe au-dessus. Donc, alors Céline qui hurlait contre la pollution de Clichy, je pense qu'avec le périphérique qui passe au-dessus de son dispensaire, il vitupérerait encore plus. Donc il travaille à Clichy et il s'installe rue Le Pic à Montmartre. Donc ça c'est le deuxième, on va dire, grand pôle de la vie célinienne. Il y a le passage Choiseul, le 2e arrondissement, le quartier de sa jeunesse, et la deuxième grande partie, c'est Montmartre. D'abord rue Le Pic, dans un immeuble qui venait tout juste d'être terminé. Et après son travail au dispensaire, donc à Clichy, il rentre à Montmartre où il devient une célébrité parce c'est un personnage plutôt sympathique et atypique. Et le soir, donc, une fois qu'il rentre, il a sa vie sociale et comme il dort très peu, suite à une blessure de la Première Guerre mondiale, il dort 3 heures par nuit. Et donc, le soir, il écrit. Et c'est d'ailleurs une constante en travaillant sur ce livre, c'est une constante que j'ai trouvée sur Céline. Il aime beaucoup les hauteurs. Il aime bien s'installer sur les sommets d'appartements où il y a une vue dégagée. Et donc, de sa chambre, de sa chambre mansardée, de son appartement mansardé, il a une fenêtre dans laquelle il domine tout Paris. Et le soir, il écrit. Donc, Voyage au bout de la nuit a été écrit le soir et il avait comme habitude aussi de faire des phrases sur les murs. C'est le témoignage de sa fille, par le témoignage de sa fille que l'on connaît ça. Donc il écrivait sur les murs et sur le papier peint et après il reprenait des phrases, intégrait le roman. Donc de 1929 à 1932, il écrit Le Voyage au bout de la nuit qui sera publié en 32. Alors aujourd'hui c'est une chose aussi que j'ai découvert en travaillant sur le sujet. L'appartement de Céline tel qu'il est n'existerait plus. La chanteuse Dalida a acheté l'appartement du dessous et a acheté a priori l'appartement de Céline. Et tout a été fusionné pour faire un duplex. Donc voilà, on a un croisement assez original. A priori, dans le même lieu auraient vécu Dalida et Céline. C'est un télescopage assez original, on va dire. Et il avait une vie de bohème. Il allait le dimanche boire des coups sur la péniche d'un peintre et tout ça. Donc il y a Céline, artiste. Absolument. Très, très artiste et il y a Glenn Paul, enfin, c'est toutes ces fréquentations de cette époque, il faut le voir. Et il va dans des cabarets où on joue de l'accordéon, où ça chante, où oui, c'est vraiment une vision d'artiste à l'ancienne, quoi. Alors, les ateliers, les camaraderies, Mais il boit pas, lui. Hein. Et que de l'eau. Il a jamais bu jamais d'alcool. Il accompagne les amis, mais lui, il ne boit que de l'eau. Faut pas oublier, donc effectivement, Céline va avoir une vie, on va dire, artistique très chargée. Faut pas oublier que Céline, d'ailleurs, quand il parle du passage Choiseul, il parlait de cette époque où on chantait dans les rues. Il y avait aussi les théâtres qui étaient environnants. Donc il est né il a vécu dans un quartier où on chantait beaucoup. Il y avait des artistes, des cantatrices, etc. Et dans les années 30, il y a eu aussi le traumatisme de la guerre. Il a quand même vu les horreurs de la guerre. Donc, sa philosophie, c'est un peu profitons de la vie.
Et donc à Montmartre, effectivement, on le retrouve dans les bistrots, dans les cabarets. On le retrouve aussi dans effectivement la péniche, la Malamoa, donc où il allait le week-end avec son amie américaine Elizabeth Craig. Où ils allaient un peu s'encanailler, alors que Céline est un bourgeois quand même, un médecin, etc., etc. Mais ils allaient s'encanailler avec des gens un peu aussi du même milieu qu'eux, mais un petit peu fous. Alors peut-être c'est bien là quand vous dites c'est un bourgeois, donc c'est justement, il a un gros désir de devenir artiste. Parce qu'au lieu de fréquenter, il aurait pu devenir classe moyenne, il aurait pu s'intégrer socialement et utiliser cette promotion sociale. Et il reste à la marche, en fait. C'est vraiment l'idée. Mais il est artiste, profondément artiste. Comme son style est artiste, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Oui. Mais Céline n'a jamais... Je ne trouve pas de très... Enfin, il faut s'entendre. Ça dépend si on prend un point de vue du genre, si on le voit du côté du Parti communiste, il est évident que il n'est pas prolétaire, mais c'est pas Absolument ça. pas. Mais et encore que, enfin, il a jamais rallié les puissants. Enfin, bon, peu importe. On va s'égarer là. Il y a la description de sa fille qui est marrante aussi, où elle dit qu'il parlait très fort et composait ses dialogues à voix haute. Tout à fait. C'est assez étonnant. Votre livre est plein de traits comme ça qui sont très intéressants. C'est une très belle... Pour un livre court, il y a plein de choses. Merci. Merci à vous. Il y a plein de choses intéressantes. Et donc, on était là en 33. Et ensuite, est-ce qu'il va déménager avant... donc dans son itinéraire parisien, et donc il dit, le chapitre 5 s'appelle D'un livre à l'autre. Est-ce qu'on saute à la guerre? Est-ce qu'on saute disons que il va jusqu'en 39, il habite rue Le Pic, où il est en plus stable. Voilà. Mais son américaine s'en va. Son américaine s'en va. Il obtient aussi le prix Renaudot pour le voyage Boulay, donc il devient à la place du Goncourt, parce qu'il n'a pas eu le Goncourt, voilà. C'est sinistre. Il a raté très très peu le Goncourt, donc il devient une célébrité aussi à Montmartre. C'est comme un écrivain maintenant très en vue, etc. D'ailleurs dans un quartier qui ne manquait pas de célébrité, puisque vous avez cité effectivement Jeanne Paul, on peut parler de Marcel Aimé aussi. Donc c'est là où il habitait, rue Le Pic, le Moulin de la Galette, toutes ces choses-là. C'est vraiment un quartier qui ne manquait pas de célébrité. Et en voilà une de plus, c'est Céline, qui est en plus très anticonformiste, avec son langage un peu argotique, un peu fabriqué, mais un peu argotique, sa tenue un peu, qui commence un peu à se négliger. Donc il est effectivement, il est à contre-courant de l'embourgeoisement. Céline n'a jamais joué le jeu de la société. Il a toujours été effectivement, comme vous l'avez dit, en marge. Et là, il devient célèbre. Et il devient l'écrivain de Montmartre, celui qui a tout révolutionné, celui qui a quand même bouleversé la langue française. Donc il sort Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit en 36. Après, c'est Bagatelle pour un massacre en 37, où honnêtement, il aurait dû s'en passer, mais là, c'est un autre débat. Non, mais il faut aussi le remettre dans son contexte, ce que je disais au début. Il y a peu de dénonciation, en fait. Tout le monde... par exemple, Gide dit que c'est humoristique, mais alors il a un peu de mauvaise foi, là, Gide, je pense. Mais il y a peu... Enfin, c'est le ton de l'époque. Mais c'est le ton majoritaire de l'époque, mais c'est ça. C'est les personnes qui ne sont pas antisémites qui seraient presque anormales en 37. En plus, on est en plein Front populaire. Léon Blum est devenu président du Conseil, donc l'antisémitisme se déchaîne. La France vit une crise économique, donc forcément, qui est-ce que l'on cherche? Les boucs émissaires habituels. Il y a eu l'affaire Stavisky en 34, qui a réveillé, on va dire, des pulsions autres. Donc, effectivement, quand Céline sort Bagatelle pour un massacre, on est parfaitement dans le ton de l'époque, et d'ailleurs, personne ne s'offusque du livre, à part, effectivement, quelques personnes, mais largement minoritaires, qui trouvent que c'est dégueulasse. En 37, effectivement, Gide trouve que c'est une farce. L'extrême droite dit, tiens, oui, c'est un peu outrancier, nous, l'antisémitisme, c'est sérieux, parce qu'il y a plusieurs antisémitismes, religieux, racial, etc., etc. L'Action française, c'est plutôt antisémitisme religieux, donc Céline, ça les concerne pas trop. Donc, mais globalement, les pamphlets de Céline, d'ailleurs, sont des grands succès, ça marche très bien, donc assez paradoxalement. Et à partir donc de 37, donc il perd son emploi à Clichy. Bon, faut dire, Clichy était communiste et son chef était juif, donc ça commençait à faire beaucoup. Et il revient à Paris donc en 41, pas très loin de la rue Le Pic, donc il vient rue Girardon, où il va être au 5e étage d'un très bel immeuble. Là, l'appartement existe toujours d'ailleurs, au 5e étage de la rue Girardon. Toujours les hauteurs, on remarque. Et d'ailleurs, il y a une vue sur Paris, le nord de Paris, le Sacré-Cœur, etc., depuis son appartement qui est en angle, qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, il le racontera plusieurs fois quand les bombardements de la Chapelle et les bombardements du nord de Paris seront retranscrits dans ses romans. Et là, il y a
dans mon impression globale de lecture de Céline, il y a effectivement toujours ce côté du gamin rêveur qui regarde quelque chose. Le fait de regarder le paysage, de regarder par la fenêtre, de regarder les bateaux qui passent sur la Seine. Donc le côté, il y a effectivement cette dimension. Il y a aussi, je propose qu'on parle de son attitude de provocation pendant la guerre, mais après on pourra revenir sur Céline dénonçant la pollution de Paris ou Céline étant d'avant-garde sur la dénonciation des banlieues. Si on compare là aussi, par exemple, au surréaliste ou à Apollinaire, toute la poésie, Apollinaire écrit Zone, par exemple, et où il poétise. Céline, il poétise pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il poétise à sa façon, c'est-à-dire dans la noirceur. On pourrait faire des métaphores si on pense à l'histoire de la peinture, par exemple. C'est pas le Goya de la fin. C'est un style, c'est une façon. Mais c'est un style qui est une grande sincérité. C'est une façon d'appréhender le monde. Mais alors, j'aime beaucoup vous avez choisi les deux anecdotes, qu'on connaissait tous depuis longtemps, mais quand il va à l'ambassade d'Allemagne et puis qu'il demande à son pote d'imiter Hitler, c'est extraordinaire comme provocation parce que c'est en situation. On a très rarement, moi qui suis un provocateur né, j'ai eu l'occasion de me mettre dans des situations difficiles, mais rarement dans un pays occupé, dans l'ambassade de la puissance occupante. C'est quand même assez... Il n'y a que Céline qui pouvait se permettre de faire ça. Et les Allemands, il n'y aura pas de conséquences pour lui, mais les Allemands le trouvent sympathique, mais un peu fou. Donc ils disent oui, il partage notre antisémitisme, il est un allié entre guillemets objectif, c'est pas un agent, contrairement à ce qu'écrit Monsieur Taguieff et même Durafour sans apporter de preuves dans leur livre. Il n'a jamais été agent des Allemands, sympathisant effectivement fort probable, mais effectivement, seule Céline pouvait se permettre de les défier en plus dans leur ambassade à Paris, dans le Paris occupé, quoi. C'est effectivement un passage assez croquignol de la vie de Céline. Mais voilà, c'est Céline, il ne respecte pas les règles sociales, il est un peu fou, quoi. Faut quand même dire ce qu'il est, quoi. Si on prend ce personnage du bouffon et de la dictature en général, on peut l'imaginer mort suite à un incident comme ça. Il suffit de penser à quelqu'un qui se moquerait de Mussolini en sa présence, ou même d'Hitler en sa présence. Oui, c'était tout à fait ça, sauf que c'est dans... Il a un côté, il est beau comme Bokassa, là, je veux dire, ça prend une dimension de bouffonnerie au sens propre. Oui, sauf que c'est quand même dangereux, enfin n'importe qui aurait fait ça. C'est très très dangereux. Il assume son rôle de bouffon jusqu'au bout. Et il y a aussi l'anecdote, Jean-Cul Pétain, quand on lui demande un risque, c'est pour Alors, Je suis partout. C'était pour un journal collaborationniste dont le nom m'échappe, je crois que c'est Gringoire. Et effectivement, parce que Céline est quand même quelqu'un de très en vue pendant l'occupation, c'est l'écrivain qui avait tout prédit, la défaite, etc., etc. Donc les grands journaux veulent avoir la plume de la collaboration, c'est Céline. Ils veulent l'avoir, et donc effectivement, c'est Karbouchak qui va le voir, Horace de Karbouchak qui va le voir chez lui et qui lui dit tu tiens une chronique toutes les semaines, tu fais ce que tu veux, et Céline dit non, je ferai pas ce que je veux. Et l'autre lui assure que la liberté totale de parole. Et Céline lui propose son premier article, le maréchal Pétain est un enculé, je cite. Et là, effectivement, Karbouchak dit non, c'est pas possible, quoi. Donc la collaboration entre guillemets artistique, littéraire dans la presse collaborative de Céline va s'arrêter là, parce que Céline, bien sûr, ne voulait absolument pas s'engager dans quelconque processus de collaboration. Qu'il était un sympathisant de la victoire de l'Allemagne, dans son esprit, c'est probable. Mais il n'a jamais touché de l'argent de l'Allemagne nazie ou autre. Il a été sympathisant, mais il n'a jamais collaboré au sens propre du terme. J'en veux pour preuve, là je fais une petite digression, j'ai travaillé sur pas mal d'autres sujets sur la collaboration. On va prendre le cas de Le Vigan. Le Vigan a collaboré à Radio Paris, on a retrouvé les feuilles de paye. Donc j'ai les feuilles de paye de Le Vigan. Et là c'est très clair et net, parce que les Allemands étaient extrêmement précis dans leur comptabilité. Je défie Monsieur Taguieff et Mme Durafour de présenter un document dans lequel, et d'ailleurs ils se gardent bien de le faire dans les 1200 pages de leur dernier livre, il n'y a pas une feuille de paye dans laquelle le nom de Céline apparaît. Dieu sait si les Céliniens ont fouillé depuis 40 ans, on n'a jamais rien trouvé là-dessus. Ce qui est amusant au niveau psychologique, c'est quand même ce côté caractériel. C'est extrêmement violent et extrêmement grossier.
j'encule le maréchal Pétain. Non, le maréchal Pétain est-il un enculé? C'est la même chose. Là, le maréchal, c'est la traduction anglaise. Voilà. À fac, Pétain. Le maréchal, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est la provocation. C'est compulsif, hein. C'est la provocation compulsive. Et il a eu de la chance de pas boire. Je pense pas qu'il aurait survécu s'il buvait. S'il avait pu libérer ses inhibitions au jour le jour, quelqu'un l'aurait tué beaucoup plus rapidement. Possible. Et il devait quand même être assez réservé. Je peux pas le... Oui, mais c'est un provocateur. En fait, il refuse le jeu social, il refuse ce que ses parents lui ont appris finalement, à respecter. Mais ça dépasse le truc de bougonner dans son coin. Ah oui, largement. C'est pas le truc, le type qui râle dans son coin, comme sont les vieux réacs, quoi, qui trouvent tout, oui, les jeunes sont plus polis et tout voilà, ça. Enfin, c'est pas ça du tout. C'est offensif. Pas du tout. Évidemment, il écrit des pamphlets. Et je veux dire, comment s'appelle celui après le Bagatelle pour un massacre? C'est l'école des cadavres. Voilà, l'école des cadavres, c'est celui-là, où il décrit les rois de France comme avec un nez juif. Voilà. C'est vrai que là, il y a un côté, dans le sens du gîte, de farce, ça prend des proportions. Si les rois de France étaient juifs, la question est... Mais si vous lisez Céline d'un point de vue strictement, ses pamphlets, tout le monde est juif sauf lui. Oui. Donc c'est grotesque. Oui. Donc c'est grotesque. Et, je pense, en passant, j'avais un très bon souvenir d'un livre sur Céline d'Yves Pagès. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Céline? Une très bonne étude, très bonne étude sur Céline. Il tirait Céline, il en faisait un anarchiste. Oui, mais c'est ça, drôle. C'est ça. Faut pas oublier, c'est la Première Guerre mondiale qui l'a bouleversé. Lorsqu'il revient de la guerre, il n'est plus du tout le même homme. Hein. Il est complètement retourné, comme beaucoup. Hein. On parle de la génération perdue. On parlait des surréalistes, on peut parler de Breton, Artaud, qui ont été complètement retournés par la guerre. Céline aussi. Hein. Il n'est plus le même lorsqu'il revient du front en 1915. Ça a joué beaucoup à cette époque. Et alors il y a deux choses. Il y a par exemple quand il décrit les charges de gens qui vont, de cavaliers qui vont à la mort, on comprend. Mais il y a aussi, s'il est affabulateur tout le temps, il est aussi affabulateur sur la guerre. Mais bien sûr, mais il rajoute toujours le un fond peu. Et la lame de... C'est presque enfin moi, je ne sais pas, c'est un peu outré ce que je vais dire, mais j'ai toujours le sentiment que la guerre était un prétexte en fait. Il avait il aurait trouvé le discours de toute façon. Le fond, ce qui fait la quille du bateau est un ressentiment plus profond. En fait, ce qui prouve, c'est qu'on peut faire de la très grande littérature en partant du ressentiment. Qu'on peut élever le ressentiment à une grandeur, à la sublimation. C'est ce que je pense. Céline a toujours... C'est un moteur. Céline a toujours excellé dans deux domaines. C'est lorsqu'il décrit la mort des personnes, c'est extraordinaire, et lorsqu'il décrit l'apocalypse. Il est absolument formidable. Et la guerre, c'est l'apocalypse. Que ce soit la première ou la deuxième, il l'a raconté de façon absolument extraordinaire. Mais est-ce que les écrivains de la bourgeoisie, par exemple Gide, encore une fois de plus, par exemple Gide dit je me mets en colère pour écrire, donc il y a quand même un travail de pamphlétaire absolument remarquable chez Gide. C'est la notion noble, la colère est la notion noble du ressentiment. Et donc on a une division comme ça, il y a Céline exprime effectivement le bas de la société, hein, une tranche enfin c'est un archétype depuis la révolution industrielle, il y a une fraction de la population qui est dans le ressentiment. Absolument. Et Céline est leur écrivain, et il a élevé ça à une certaine grandeur. Oui, parce que Gide ne fait pas partie de la population. Gide, c'est quand même la bourgeoie déjà. Hein. C'est pas. Ils sont tous riches ces écrivains, c'est épouvantable. Larbeau, Morand, Gide, Proust, enfin je sais pas. Mais Céline, lui, vient réellement réellement du peuple. Et on le voit dans ses goûts en fait. C'est ça, c'est pour ce truc de Montmartre, c'est aussi ça. Les gens qui fréquentent quand il va partir au Danemark, qui va saluer la patronne d'un cabaret, c'est quand même, quand on a l'expérience de ce que c'est la vie de tous les jours. On pourrait peut-être parler des derniers chapitres de votre livre. Oui, on va peut-être faire une pause musicale avant, parce que je dois toujours annoncer régulièrement l'émission. Et nous sommes sur Aligre FM 93.1. Je suis avec David Alliot. On parle du Paris et de son petit livre, Le Paris de Céline. Enfin, petit par la taille, mais c'est un excellent livre que je vous recommande. Et donc, quel est le rapport de Céline avec Paris? Donc, il va s'enfuir au Danemark. Il ne vivra plus jamais à Paris. Mais comme il dit, nous vivons à 300 mètres de Paris, mais nous n'y allons jamais. Mais là aussi, il est à Meudon, et donc il voit tout Paris. Enfin, je vous laisse parler.
C'est effectivement juin 44, les Alliés débarquent. Céline est le premier à partir d'ailleurs. Hein. Dès le 17 juin, il est le premier à prendre la route de l'Allemagne. Et ce 17 juin 44, c'est son dernier jour de Parisien, car Céline va effectivement l'exil au Danemark jusqu'en 51. Alors il avait songé quand même, à revenir à Montmartre parce qu'il est fondamentalement c'est un Montmartrois quoi. Et d'ailleurs on a même des photos lorsqu'il est en exil au Danemark dans sa chaumière sur les bords de la Baltique. Il y a quelques photos punaisées sur le mur, c'est le moulin de la Galette. Hein. Donc c'est la butte, c'est le Sacré-Cœur, c'est le moulin de la Galette. Ça veut dire que même en exil au fin fond du Danemark, il pense encore à la butte, aux copains de la butte. Et d'ailleurs c'est les premiers à qui il réécrit, à Marcel Aimé, aux autres, ceux qui l'ont connu, etc. Il demande de l'aide, etc. Dès 45-46, il reprend contact avec eux. Donc en 51, lui voudrait, mais il est lucide. Il sait que s'il se réinstalle à Montmartre, ça va poser des problèmes parce que il sait qu'il est un peu pestiféré, il sait qu'on lui en reproche beaucoup de choses. Il a peur au règlement de compte quand même. Donc voilà. Donc il voudrait bien retourner à Montmartre, mais il est un peu lucide. Bon, faut dire aussi, il revient du Danemark avec toute une flopée d'animaux. Il y a le fameux Bébert qui a fait tout le voyage. Il revient avec 3-4 chats, un berger allemand, plus un braque, je sais plus quoi, comme chien. Donc imagine dans un appartement à Montmartre, toute la ménagerie, ça allait poser un problème. Et puis sa femme Lucette, il voulait qu'elle continue ses cours de danse. Donc c'est-à-dire il faut une pièce pour la danse. Donc ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça en fait il va se résigner à revenir en banlieue, là où il est né, et il va s'installer à Meudon. Alors c'était un pavillon Louis-Philippe qui avait été un peu endommagé par la guerre. Faut pas oublier que le pavillon se trouve tout près des usines Renault-Billancourt qui étaient en bas. Et donc il y a a priori lorsque les bombardements de Billancourt par les Alliés, il y a une bombe qui a terminé dans le jardin de l'actuelle maison de Céline. Donc le pavillon n'était pas en très bon état. Ils font faire des travaux de rénovation et s'y installent donc en octobre 51. Et pendant 10 ans, donc ça va devenir le cadre de la vie de Céline, où là les photos sont très connues. Hein. Il est habillé en clochard, il reçoit, les chiens qui gueulent. Vous avez sonné à la porte, les chiens qui gueulent. Enfin voilà, pour les voisins, c'est pas toujours évident. Mais cette maison va devenir le théâtre des 10 dernières années de la vie de Céline. Il n'est plus parisien, mais par contre, il a une vue absolument extraordinaire sur Paris. Alors maintenant, c'est un peu plus urbanisé, comme on dirait. Mais en 51, lorsqu'il s'installe, on a d'ailleurs des photos. Hein, il revoit Courbevoie, donc il revient symboliquement à son lieu de naissance. Au loin, c'est Courbevoie, le quartier de la Défense, et surtout Paris. Quoi. Il a une vue sur Paris. Il n'habite plus Paris, mais il voit Paris. Quoi. Donc, et là, il la domine. Donc, il est en hauteur. On retrouve toujours ce tropisme en hauteur de Céline. Et on revient aussi sur sa naissance, puisque là où il s'installe, faut connaître un peu Meudon pour ceux qui sont rendus sur place. Meudon, vous avez le Haut Meudon qui était aristocratique, hein, c'est très chic le Haut Meudon, et vous avez le Bas Meudon qui était mitoyen de Billancourt, qui était prolétaire. Et on retrouve Céline parfaitement au milieu, pas complètement pauvre, pas complètement prolétaire, mais pas aristocrate, pas la richesse, pas aristocratique non plus. Donc on retrouve toujours cet entre-deux célinien. On disait tout à l'heure qu'il était à la marge, c'est tout à fait ça. Il est à la marge, il est au milieu, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, toujours singulier. Et donc, je me suis posé la question si en vous lisant D'un château l'autre, là, donc il sort un livre, Ferry pour une autre fois, qui ne se vend pas, il n'existe plus, il va faire un comeback. Bon, il y a c'est formidable, là, Gallimard, Roger Nimier, enfin tout ce qui se passe, et puis il va vendre D'un château l'autre, il va en vendre 30 000 exemplaires. Son comeback a réussi, c'est l'année où sort le Sagan, Bonjour Tristesse, qui lui va se vendre à 800 000 exemplaires. Pour donner un ordre de grandeur, mais enfin 30 000 exemplaires, c'est beaucoup pour un livre qui est quand même ambitieux. Et je me suis demandé si, dans mon souvenir, D'un château l'autre est écrit de façon beaucoup plus lisible en fait que les précédents et puis les posthumes. Est-ce qu'il a fait, à votre avis, un effort stylistique aussi dans le cadre de ce comeback au niveau de l'écriture, il avait cette idée d'être lu? Une approche différente. En fait, le sommet du style célinien, c'est Ferry pour notre foi. Et où on voit de Voyage au bout de la nuit jusqu'à Ferry pour une autre fois une évolution. D'ailleurs, Ferry pour une autre fois, c'est du style pur. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario, c'est presque du nouveau roman par beaucoup d'aspects. Il n'y a plus de style, il y a plus de scénario, pardon, ça ne vit que par le style pur. C'est pas ça c'est très bien, c'est paradoxalement, mais c'est pas évident. Pour l'époque, le livre est complètement incompris. C'était pas possible d'en vendre beaucoup. Non. Ça n'a d'ailleurs toujours pas le cas, hein. Toujours pas le cas. C'est vraiment une lecture pour initier, mais c'est formidable. C'est 300 pages. Ah non, mais c'est pas un jugement. Ah oui, absolument. C'est pas un jugement sur la qualité des choses. Il y avait bien, mais effectivement, c'est 300 pages sans scénario, sans rien, et ça
et ça tient. Ça ne tient que par le style, c'est formidable. Après, donc il a atteint son sommet. Et là, après, il revient sur autre chose, c'est d'un château à l'autre, il revient plus sur une chronique. Il relate la chronique des Français qui sont réfugiés à Sigmaringen. Donc, et là, il revient sur un travail d'historien. Lorsque le livre sort en 57, il fait scandale. Entre la fin de la guerre en 45 et 57, 12 ans sont passés, c'est encore très frais dans les mémoires. Et donc Céline va raconter la débâcle des collabos français à Sigmaringen. Donc c'est d'un château en 57, Nord en 60 et Rigaudon qui sera posthume en 69. Et là effectivement en 57, Ranimier orchestre le lancement du livre avec la presse qui vient à Meudon et là il donne les fameuses interviews dans lesquelles il apparaît. Tout ce qu'on connaît tous. Oui. Voilà, il apparaît en clochard, il joue le miséreux, il joue le pauvre, l'air de dire moi c'est moi le grand poète. Ce qui m'intéresse, c'est le style. C'est là qu'il sort toutes ces histoires sur le style. Les idées ne m'intéressent pas. Oui, voilà. C'est le style qui m'intéresse. Il crée son image posthume. Enfin, il essaye. Ah mais non, mais il a fait la meilleure opération de com de l'époque, en jouant le vieux qui pue, le vieux clochard, etc. En disant voilà, je suis le plus grand écrivain. Vous voyez comment vous m'avez rendu. Il est formidable pour ça. Mais effectivement, et il raconte là, il raconte tout ça. Il joue un peu le jeu médiatique. Il se vend un peu aux journalistes. Et d'ailleurs, les journalistes viennent en masse. Ils viennent voir en plus, à chaque fois, il leur réserve un bon mot, etc. Tout le monde espère qu'il va dire la fameuse phrase « Je m'excuse pour ce que j'ai écrit ». Jamais il ne le fera. Il va même avoir cette phrase absolument extraordinaire. « Les Juifs devraient me remercier pour le mal que j'aurais pu leur faire, que je n'ai pas fait ». En 57, 58, c'est scandaleux. Enfin, dans l'esprit de l'époque, c'est scandaleux de dire ça. Donc, voilà. Donc, Céline se prête au jeu médiatique, il paye de sa personne. Et ça marche. Bien. Ben, écoutez, que dire d'autre je pourrais relire une page de Maura Crédit, si vous êtes d'accord. Allons-y. Et donc, c'est vraiment la première page. Toujours un plaisir. Nous voici encore seuls, tout est si lent, si lourd, si triste. Bientôt, je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses, s'ils ne m'ont pas dit grand-chose, ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier, à 8 heures, Madame Béranche, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille et fidèle amie. Demain, on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout. Restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Et puis voilà, et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Béranche, à ceux qui l'ont connue. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Béranche, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, me oublier, parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Béranche, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tous les chagrins des lettres depuis 20 ans bientôt s'est arrêté chez elle. Il est là, dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre goût. Il vient d'éclore, il est là, il rôde. Il nous connaît dans la connaissance à présent. Il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne. Plus un être pour cueillir doucement l'esprit gentil des morts, pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. C'est la fin de ma vieille Bignole. Elle ne pouvait plus rien dire, elle étouffait. Elle me retenait par la main. Le facteur est entré, il l'a vu mourir. Un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Moi, je pourrais, dire toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard, s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer des quatre coins du monde. Alors ce sera fini et je serai bien content. C'est sublime.
On dirait du Beckett. Il y a un ton quand même extraordinaire. C'est écrit en 1936, ça n'a pas pris une ride. C'est beau. C'est extraordinaire, c'est vraiment un très grand livre de Céline. Autant dans Voyage au bout de la nuit, il reste encore à peu près classique dans le style. Mort à crédit est beaucoup plus intéressant en termes d'évolution. C'est formidable, voilà. Et là, on parle de la mort, la mort de la concierge. Voilà, Céline est extraordinaire en ce qui parle de la mort des gens. Ce petit moment où il passe de vie à trépas, c'est formidable. Et de cette façon de s'impliquer, de se mettre en avant, de reculer, enfin, et l'optique aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le voyage, c'est pas il y a des styles qui coexistent, il y a des passages je parlais de références picturales, on a des gros plans, des fois, bon, il y a les grosses mouches sur les charognes, par exemple, on voit l'image, hein, ça c'est vraiment du Goya, et, ou de la peinture flamande, enfin, peu importe, mais il y a quelque chose, le voyage est heurté dans son style, on sent la recherche, il y a des différentes. Tandis que dans Mort à crédit, c'est unifié. Et paradoxalement, c'est presque plus facile. Enfin, c'est un livre difficile à lire, en fait, Mort à crédit, pour garder le fil. Pour les gens aussi, je pense que, ça n'a pas fonctionné comme le voyage, ça n'a pas du tout eu l'impact du voyage, il y a une déception sur le style. C'est un livre qui est plus déroutant, qui est plus déroutant que Voyage au bout de la nuit, mais qui est d'une extraordinaire modernité. Vous vous rendez compte, c'est un livre qui a 80 ans, pratiquement, et qui aujourd'hui encore, on le lit, c'est formidable. Et c'est un peu comme Proust, hein. Proust, Céline sont vraiment deux grands stylistes et deux grands écrivains du XXe siècle. Ils ont bonifié en vieillissant. Absolument, mais c'est ça les écrivains de génie. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais les vrais écrivains, ceux qui restent, le grand juge pour la littérature, c'est le temps. Certains disparaîtront très vite. C'est paradoxal pour Céline, mais ce que disait Ezra Pound, il n'y a pas besoin de disserter sur les classiques. Le classique, c'est ce qui reste frais. Oui, mais imaginez Céline comme produit frais, c'est contradictoire, mais ça va bien quand même. Ça va faire hurler quelques personnes, oui. Et c'est extraordinaire aussi, ces grands écrivains, si on les pratique pas, ça je veux dire ce que j'appelle pratiquer, c'est les lire, on les perd de vue et ça paraît opaque. Et là, la page que je viens de dire, elle est formidable, quoi. Et j'aurais pu prendre n'importe quelle page, mais c'est là une grandeur proprement apocalyptique. Il y a quelque chose d'une espèce de... Enfin, il l'appelle la tempête, mais il y a un tourbillon, il y a quelque chose de shakespearien. Moi, ça m'arrive magnifique. Ça m'arrive régulièrement de piocher dans Mort à crédit, de temps en temps, lire une page ou deux comme vous avez fait. Là, c'est l'éclatante modernité qui reste toujours. C'est ça. Enfin, faut lire Céline, faut lire Voyage au bout de la nuit, faut lire Mort à crédit. C'est formidable. Bon, ben voilà, on est au bout de l'émission. Ça a passé très très vite. Je vous invite à revenir quand vous voulez pour parler, si vous faites des publications, ou pour parler de l'actualité célinienne. Merci à vous. Voulez, je suis très content de vous avoir vu. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci Adrien.